D'accord. Ok. Bon, Ok. merci beaucoup Bon. de. Donc, merci beaucoup, Camilla, de venir pour faire un exposé. Donc, le titre est indiqué sur tes transparents. Et donc, ce sera intéressant d'entendre parler de prédictions pour des processus autorégressifs, généraux, j'imagine. Voilà. Et donc, je te laisse la parole et voilà. Je pense que chacun pourra intervenir s'il veut l'interrompre, hein. Ce n'est pas la peine de s'embêter. On va faire les choses de manière un peu conviviale. Voilà. Je te laisse la parole. Ciao. Merci beaucoup, Paul Ducamp. Moi, c'est Camilla Carré, doctorant en troisième année de thèse sous la supervision de Jean-Marc Bardet et Liliane Quélien. Et je travaille un peu sur les questions de sélection de modèles pour les séries temporelles. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une partie de mes travaux qui portent sur la sélection de modèles pour les processus autorégressifs. Bon, comme le sommaire de la présentation, d'abord, on va présenter le modèle et donner quelques propriétés. Bon, ensuite, on va parler de la sélection de modèles et donner les résultats théoriques que nous avons obtenus. Et ensuite, on verra un peu quelques simulations numériques. Donc, par la fin, on verra une extraction de ce résultat dans le cadre asymptotique pour une classe de série affine causale un peu générale. Bon, avant d'introduire le modèle, je vais rappeler quelques petites définitions intuitives. Donc, si on considère xt une série temporelle, on dira que xt est stationnaire si la loi du vecteur xt1 jusqu'à xtk est invariable par translation. Et xt sera dit causal, processus causal, donc si la valeur du processus à chaque instant t peut être écrite comme fonction du bruit passé jusqu'à l'instant t. Alors, un autre concept, peut-être moins intuitif, mais qui sera également utilisé dans la suite, c'est la notion de dépendance faible. Nous, on va utiliser plutôt la dépendance faible introduite par Dedeker et Prior. Ici, si on considère Z une certaine variable aléatoire et M une sigma algèbre, sous-algèbre de sigma sous-algèbre, alors la mesure dans la dépendance, le coefficient de mixing, va donc mesurer une certaine distance entre une fonctionnelle de la distribution de Z et la distribution conditionnelle de Z, sachant la sous-tribu M. Et si on essaye d'adapter ces définitions pour le cas des séries temporelles, ici la sous-tribu sera considérée sera vue un peu, donc MI sera la tribu engendrée par tout le passé jusqu'à l'instant I. Et si on considère donc un certain retard petit a, dont le coefficient de taux mixing mélange pour la série sera donné un peu par l'équation 2. Et intuitivement, cela peut être vu, les coefficients de mixing peuvent être vus comme quantifie en fait la décroissance de la dépendance à mesure que le futur s'éloigne un peu du passé. Donc, la série sera dite ici faiblement dépendante si les coefficients de mélange, décroissent vers 0 lorsque petit a tend vers l'infini. Donc, pour le modèle R infini, si on considère un bruit blanc fort, alors le processus infini, c'est tout simplement si à chaque instant t, la valeur du processus s'écrit comme une fonction linéaire de tout le passé plus le bruit à l'instant t. Alors, la classe de ces processus à l'infini n'est pas restrictive parce que on sait que tous les processus ARMA inversibles permettent une représentation à l'infini. Bon, en ce qui concerne les propriétés de ce modèle-là, bon, nous avons choisi
voir l'aire infinie comme un cas spécifique des modèles affines causaux. Donc, parce que ces modèles-là ont été étudiés et les conditions pour obtenir les propriétés de stationnarité ou de mixing ont déjà été obtenues. Dans un processus affine causal, c'est tout simplement si la valeur du processus dans à l'instant T peut chaque fois se décomposer comme la somme de deux termes où le premier va représenter un produit entre la variance conditionnelle plus multiplié par un bruit plus l'espérance conditionnelle du processus. Donc, cette classe d'affine-là permet également de prendre en considération les autres processus qui présentent l'hétéroscédasticité. Donc, comme propriété de cette classe de modèles qui a été étudiée par Doucan et Winterberger, essentiellement en termes des coefficients elliptidiennes des fonctions f et m. Donc, si on suppose que les fonctions f et m vérifient les propriétés de l'elliptique, alors la condition suffisante pour obtenir que le processus admet une solution stationnaire, mixing et avec des moments, c'est tout simplement considérer que la somme de tous les coefficients de mixing, la somme des coefficients de elliptique de la fonction f, plus la somme des coefficients de la fonction m, multipliée par le moment d'ordre r du bruit. Cette somme plus petite que 1 nous garantit toujours l'existence d'une unique solution affine, d'une unique solution causale, stationnaire et mixée. Alors, pour l'aire infinie, cette condition-là peut s'écrire de manière beaucoup plus simplifiée, et ça nous donne la condition A1. Donc, si on a un modèle aire infinie, 3, si on considère un bruit qui admet des moments d'ordre R infini, alors avec la condition A1, on a que le processus est stationnaire, mixing et admet des moments d'ordre R. Et un autre résultat également qui est obtenu par Doucan et Wittenberger, c'est ce résultat en fait permet d'avoir un lien entre la vitesse de décroissance des coefficients du processus et de caractériser les coefficients de mélange. Donc, typiquement, ici, si on suppose qu'on a une décroissance arithmétique des coefficients du modèle, alors on peut toujours montrer que les coefficients de mixing sont bornés, ainsi comme dans l'équation 4. Bon, ici, on va rappeler, puisque notre objectif, c'est d'obtenir une inégalité d'Oracle, alors donc on va se baser sur les inégalités exponentielles type. Donc, nous allons utiliser la propriété de mixing pour déduire pour essayer d'exploiter la propriété d'indépendance par bloc. Donc, si on considère observer une trajectoire de notre processus 3, alors on va former des blocs de vecteurs aléatoires, les AK et les BK, et avec le lemme de couplage, on peut en déduire que les blocs AK et BK vont constituer une séquence indépendante. Donc ça, c'est un résultat obtenu par Dedeker et Preyer. Il dit que si on considère donc un processus mixing, le 3, et les blocs de variables constitués par les AK et BK vus précédemment, alors on peut toujours trouver une autre suite de variables AK étoile et BK étoile, de sorte que les AK étoiles aient la même loi que les AK, et pareil pour les BK. Et l'autre propriété, c'est que la suite formée par les AK étoile, c'est une suite de variables aléatoires indépendantes, et pareil pour la suite de variables BK étoile. Voilà. Alors maintenant… Excuse-moi, juste un détail. Il n'y a pas un petit truc en plus, il n'y a pas l'approximation de dB par les B étoiles dans L1, non? Je sais pas. Oui, effectivement, il y a cette approximation. Sinon, ça, c'est la propriété que tu dis, elle n'est valable partout. Ça va. Okay. Effectivement, il y a une troisième propriété, mais elle ne m'est pas utile directement ici.
Bah, s'il n'y a que ça comme propriété, n'importe quel processus est, comme tu dis, auto-mixing. Donc, je ne vois pas ce que tu fais. Ah, non, bon, en fait, la propriété de l'approximation, effectivement, l'espérance en L1 de AK par les AK étoiles, effectivement, je l'utilise quelque part, mais en fait, ici, je ne l'ai pas fait ressortir. D'accord. OK. Donc, ça peut être n'importe quoi, les B étoiles. D'accord. Merci. Euh, Pas vraiment, non, pas vraiment Ah n'importe oui, non, quoi, mais mais je veux dire, soit c'est quelque chose, soit c'est rien, quoi. C'est pour ça que je demande. d'accord. Donc, si on suppose observer une trajectoire du processus de notre modèle R infini, et l'autre objectif, c'est de fournir une prédiction de la suite de la série à partir de ce qu'on a observé. Alors ici, si on considère la façon classique, on va considérer un modèle qui est ici l'ensemble de fonctions linéaires. Donc, si on choisit une fonction dans ce modèle-là, alors ce qu'on aimerait savoir, ce qu'on aimerait voir, c'est quelle est la qualité de prédiction du prédicteur Rθ. Bon, pour mesurer cette qualité de prédiction, on va se donner un certain loss, ici ce sera le L2, et on va mesurer la qualité de prédiction du prédicteur Fθ par l'espérance de l'écart entre la vraie valeur de ce qu'on veut prédire, par l'écart entre la valeur prédite par Fθ et la vraie valeur. Le risque, donc, nous donne un comportement. Le risque Rθ mesure la qualité de prédiction en moyenne et nous permet également aussi de comparer plusieurs prédicteurs. Mais le problème, c'est que on a juste l'observation, on a juste une observation du processus, mais on ne dispose pas de la loi de notre processus. Donc, Rθ n'est pas du tout calculable. Alors, pour cela, on introduit le risque empirique, gamma n, qui a ici, qu'on peut calculer et qui approche le risque théorique, Rθ. Donc, une justification de cette approche peut être vue aussi par la loi uniforme des grands nombres. En minimisant notre risque, on espère pouvoir minimiser le risque théorique Rθ. Donc, pour notre problème de prédiction, alors si on regarde le prédicteur qui minimise sur l'ensemble de tous les prédicteurs possibles, le risque R, c'est le risque de Bayes Rθ. Le risque de Bayes qui minimise dans le risque Rθ, c'est le prédicteur de Bayes Fθ. Ce risque-là, ce prédicteur-là n'est pas du tout accessible parce qu'il dépend effectivement du paramètre θ étoile qui est inconnu. Donc, on va considérer un certain prédicteur Fθ, on va le comparer directement au meilleur prédicteur Fθ étoile. Donc, c'est pourquoi on introduit le excess loss, qui est la fonction Lθ, θ étoile. Et pour un modèle donné, le meilleur prédicteur possible, c'est celui qui va minimiser le risque théorique Rθ, et sa version empirique, c'est θ chapeau de M, donné par 5. Alors, pour prédire la suite de notre série, nous adoptons l'approche classique par sélection de modèles. Donc ici, on va supposer qu'on a un ensemble de modèles hiérarchiques et ce qu'on veut faire, c'est de fournir le meilleur modèle de cette collection-là pour la prédiction. Donc ici, on va définir un critère, un critère pénalisé, de sorte que, bon, parce que si on considère juste la minimisation du risque empirique, évidemment, le modèle le plus complexe sera choisi, mais il faut donc ajouter un certain terme de pénalité pour éviter les modèles complexes. Et l'objectif, c'est de trouver dans cette collection de modèles celui qui va minimiser l'excès de risque.
donc le modèle défini par 7, appelé oracle. Alors, vu que pour minimiser 7 revient à suppose qu'on connaît la loi P du vecteur aléatoire et aussi θ étoile. Mais c'est des quantités qui sont inconnues. Donc, M étoile aussi n'est pas du tout accessible. Alors, l'objectif serait de trouver une pénalité dans notre contraste pénalisé, donc de trouver une pénalité qui va au moins s'assurer que le modèle qu'on va sélectionner dans la collection de modèles candidats vérifie une inégalité oracle. C'est-à-dire que ce modèle-là, cet estimateur final a un risque comparable à celui de l'oracle. Là, pour ce faire, nous allons considérer quelques hypothèses supplémentaires en plus de A1, qui était l'hypothèse sur la somme de tous les coefficients strictement critique 1. On va rajouter une hypothèse de sous-gaussianité des observations. Et l'hypothèse A3, ici, c'est une condition suffisante qui va nous permettre de justifier l'inversibilité des matrices hessiennes du risque empirique gamma n et de la matrice d'information de Fisher. Une autre hypothèse également qu'on a considérée, c'est une hypothèse qui est assez faible, c'est la densité spectrale du processus strictement positif. Et enfin, la dernière hypothèse, c'était de choisir Sn, le nombre de blocs, et une relation entre le nombre de blocs et la dimension du plus grand modèle, donnée par la relation A5. Alors, sous ces hypothèses-là, voilà, dans ce travail, vu que nous sommes dans un cadre de régression, mais le design ici il est aléatoire, donc le plus dur boulot, c'est de pouvoir approximer les matrices aléatoires par leur version théorique. Donc, dans la littérature, cette approximation-là, pour le faire, en fait, on va définir certains ensembles et montrer que ces ensembles-là se réalisent en fait avec de grands coefficients. Bon, c'est pourquoi nous avons introduit l'ensemble gamma M-R qui nous permet finalement de passer des matrices de covariance empirique à la matrice de covariance théorique. Et donc, si on suppose en plus que la vitesse de décroissance des coefficients du processus est arithmétique, mais avec un gamma plus grand que 8, alors on est capable de montrer que on garantit que l'ensemble gamma M se réalise avec probabilité au moins égale à 1 moins une constante sur n. Bon, à présent, notre principal résultat, si on suppose qu'on est sous les hypothèses A1 jusqu'à A5, et si on considère une pénalité du type CP de Mallows, donc ici avec une constante X, pour la théorie, X devrait être supérieur à 4, alors le modèle, l'estimateur final, choisi par minimisation du critère pénalisé, va satisfaire une inégalité d'oracle en deux. Et ici, notre inégalité d'oracle est optimale dans le sens où la constante principale vaut exactement 1. Alors, une conséquence de ce résultat-là serait de voir que le résultat précédent va assurer également que notre estimateur final réalise le meilleur compromis biais-variance. Et enfin, un corollaire qu'on peut déduire facilement, c'est l'optimalité asymptotique au sens de Shibata. Voilà. En ce qui concerne donc les résultats numériques, nous avons considéré plusieurs scénarios d'un arma inversible, d'un arma 1-1. Bon, puisque tous les armas 1 inversibles admettent une représentation à R infini. Donc, nous avons pris des coefficients identiques aux coefficients considérés par Inge et Wei, de sorte à pouvoir faire des comparaisons avec leurs résultats obtenus. Mais avant de pouvoir donc utiliser notre procédure de sélection de modèles, il est important de calibrer la constante X qui était dans la pénalité. Là, pour ce faire, on a
eu recours à la méthode de l'heuristique de pente avec la version Dimension Jump pour pouvoir la calibrer. Donc, elle consiste tout simplement à représenter la complexité donc, du modèle en fonction cet algorithme-là permet de choisir la valeur de x comme 2 fois la valeur de la pénalité donc de x qui assure le plus grand saut dans la complexité, comme l'indique la figure 1. Donc, une fois calibrée la constante x, nous l'avons utilisée pour différents scénarios. Donc, ici, nous pouvons voir que, en fait, parce que ce qui est représenté dans le tableau, c'est le rapport de risque. Au numérateur, on a le risque, l'excès de risque du modèle sélectionné par le critère, et au dénominateur, on a le meilleur risque possible sur l'ensemble de la collection des modèles candidats. Alors, on peut voir ici que plus la taille de l'échantillon croît, plus notre rapport de risque tend effectivement vers 1. Mais on peut aussi constater que lorsque le paramètre phi0 est proche de moins θ0, on a quand même on a une légère croissance encore du risque. On s'attendait à la décroissance entre 1000 et 2000. Par exemple, quand on prend le tableau où avec phi0 égale moins 0,7 et θ0 égale à 0,6. Mais ce fait-là peut être expliqué peut être justifié par le fait que lorsqu'on a un arma 1 et qu'on est dans ce scénario où θ0 est proche de moins phi0, on a un comportement d'un bruit blanc. Et la prédiction du bruit blanc, c'est difficile. A priori, on ne peut pas faire une bonne prédiction sur le bruit blanc. Donc là, je vais présenter une extension de notre résultat pour le cadre des séries affines causales. Mais c'est un résultat qui est plutôt asymptotique. Bon, déjà, je vais rappeler quelques exemples de modèles affines causales. On a vu déjà que le modèle R infini et tous les modèles ARMA, PQ inversibles, effectivement, font partie de la classe. Et le modèle affine causal général comporte aussi d'autres modèles à volatilité, tels que les modèles Arch, les modèles Garch, l'autre extension du modèle Arch, notamment le modèle T-Garch, également les modèles Apache, et aussi des combinaisons d'autres modèles, des modèles ARMA et des modèles Garch. Donc, notre objectif reste de prédire la suite ayant observé une trajectoire du processus affine causal, dont l'objectif reste toujours de prédire la suite de la série. Bon, ici, vu que le modèle a une écriture beaucoup plus complexe, on va considérer comme loss, ici, moins 2 fois pour la log densité conditionnelle de xt, sachant le passé. Gamma de θ de xt. Ce risque théorique, évidemment, n'est pas du tout calculable. Et donc, on va définir notre risque empirique, gamma n de θ. Bon, ici, ce risque dépend effectivement encore des valeurs du tout qui ne sont pas observées. Donc, on va considérer dans la définition de notre risque, on va remplacer les fonctions f et h qui interviennent dans le risque empirique par des versions approximées des fonctions fθ. C'est tout simplement en considérant que tout le passé, tout ce qu'on n'a pas observé, on va le prendre pour 0, ou bien on peut prendre une suite UN à valeur qui contient un nombre de zéros, un nombre fini de valeurs non nulles. Mais en général, on peut supposer que toutes ces valeurs passées valent 0. C'est toujours le même objectif, donc on aimerait que si on considère une famille de modèles possibles, l'objectif est de fournir au moins le modèle qui assure le plus petit excès de risque. Alors, on va
toujours considérer un critère pénalisé de sélection de modèles. Donc, et l'objectif est de trouver une bonne forme à la pénalité, de sorte à obtenir l'optimalité asymptotique. Alors, si on considère l'équation 15, alors on voit que pour garantir, en utilisant 16, pour garantir 15, il suffit d'utiliser la pénalité idéale donnée par 17. Sauf que cette pénalité idéale dépend effectivement du risque théorique R, et donc elle n'est pas du tout accessible. Alors, nous avons eu pour idée de trouver une approximation asymptotique de cette pénalité idéale. Et pour ce faire, on a besoin de supposer quelques hypothèses supplémentaires. Bon, la première, c'est une hypothèse qui est plutôt classique pour assurer que notre processus admet les propriétés de stationnarité, d'ergodicité, de mixing, bon, en supposant aussi que le bruit admet des moments d'ordre moins 8. Bon, la condition A1, c'est pour assurer l'identifiabilité du... On suppose qu'il y a un vrai modèle qui a généré les données. A2, c'est pareil, c'est pour assurer l'inversibilité des matrices hessiennes. Et la condition A3, c'est parce qu'on a vu que notre contraste, notre loss, comportait un dénominateur et il est important de supposer que ces dénominateurs ne s'annulent pas. Alors, la dernière condition ici, c'est plutôt une condition technique qui est très souvent supposée pour ce cadre. Dans ce cadre-là, en fait, ça vient du fait que la plupart des matrices que nous manipulons sont des matrices aléatoires, ce qui rend un peu les choses compliquées. Et donc, cette hypothèse-là vient simplifier un peu les choses. Et donc, notre premier résultat concerne l'approximation de la pénalité idéale en termes d'espérance. En fait, on peut montrer, sous les hypothèses donc, A0 jusqu'à C, on peut montrer qu'en espérance, et asymptotiquement, la pénalité idéale va se comporter comme la trace de l'inverse de la matrice F fois la matrice de covariance G, plus un certain terme qui est borné et qui ne dépend pas du modèle M. Et en fait, cette trace-là, la trace de F-1G, c'est quelque chose qui est qu'on peut calculer facilement pour la plupart des modèles classiques. Et ce terme-là peut nous donner une généralisation du critère d'AIC. Et donc, sous les hypothèses A0 jusqu'à A5, si on suppose que la pénalité à considérer dans notre critère de sélection, si on suppose que cette pénalité-là est bornée par K epsilon sur N avec grande probabilité, alors on peut toujours assurer que le modèle sélectionné va vérifier l'inégalité d'Oracle à partir d'un certain rang. Un dernier résultat, c'est, voilà, donc si on considère finalement la partie principale du terme obtenu avec la pénalité idéale, on a cette inégalité, on peut dire une inégalité d'Oracle à partir d'un certain rang en espérance. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Et voilà quelques références de manière exhaustive. Et je vous remercie pour votre aimable attention. On te remercie. Merci encore pour ton exposé. J'avoue que je suis un tout petit peu resté sur ma faim en termes de preuves parce que je n'ai pas bien compris à quel endroit tu avais réellement besoin d'hypothèses de dépendance faible, de taux de dépendance comme au sens de Dedekind et Prieure. Mais bon, je pense qu'effectivement, des preuves un peu lourdes. Donc, parce que sinon, la question que je posais au départ, je n'ai pas entendu de réponse à ma question, en fait. Voilà. En fait, dans les preuves, parce qu'on quitte la minimisation du risque empirique pour l'excès de risque, dans un moment donné, on obtiendra un terme
qu'on a besoin de concentrer pour extraire un peu le terme de pénalité. Donc, Oui, le terme de... j'imaginais bien ça, et c'est pour ça que je posais la question, et c'est pour ça que je voulais un peu avoir ça un petit peu plus clarifié, parce que qu'est-ce qui te demande, enfin, à quel endroit tu as besoin de cette propriété de couplage? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas d'autres propriétés de dépendance faible du style mixing, enfin, mélange fort, ou même pourquoi pas les conditions de Weibiao qui sont aussi très, très profondes? J'ai pas très bien compris oui. pourquoi tu te positionnes là-dessus. Bon, en fait, bon, pour les propriétés de mixing, bon, vu qu'on avait besoin d'obtenir un résultat non asymptotique, et donc pour utiliser les inégalités, on a besoin dans l'épreuve, à partir d'un moment, pour extraire la pénalité, bon, la pénalité x sigma carré dm sur n, on a besoin en fait de concentrer un terme, et pour le faire, pour utiliser les inégalités justement exponentielles classiques, voilà, avec la En dépendance. indépendance, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça en fait. Donc, mes observations n'étant pas indépendantes, Ça veut dire que dans ta preuve, il y a une technique de regroupement de blocs, c'est ça que ça c'est veut ça, effectivement. dire. D'accord. Effectivement, C'est c'est. ça c'est ça qui n'était pas très entièrement clair dans ton exposé, enfin, pour moi en tout cas. Ah, d'accord. D'accord. Et peut-être pour ne pas aussi utiliser une autre condition supplémentaire, en fait, vu qu'avec l'hypothèse A1 fait, l'hypothèse que vous avez obtenue avec Wittenberger, vu qu'elle nous garantit déjà l'existence d'une solution mixing, on n'a pas eu besoin de supposer d'autres, et donc que d'utiliser uniquement cette condition-là pour avoir finalement du mixing et donc utiliser le Enfin, couplage, mixing, pour moi, ça a un sens précis. Donc, tu parles de taux de dépendance, c'est ça. oui, de taux, effectivement, D'accord. de dépendance. Donc, parce qu'en fait, en l'occurrence, si tu regardes un petit peu dans la bibliographie, il semble que bien après les travaux qu'on a pu faire, que j'ai fait successivement avec Olivier et Lionel, où on avait effectivement des propriétés de ce type-là, il semble que Weibiao ait refait la même chose, mais en utilisant ces conditions comment de mesure physique de dépendance, si bien que l'alternative était tout à fait envisageable. Je veux dire, enfin, je sais pas, de toute façon, je ne peux pas parler sans voir de preuves, c'est sûr. Voilà. D'accord. Donc, Ouais, du coup, j'ai peut-être pas bien noté le nom de l'auteur, oui, j'ai pas bien compris. Est-ce que peut-être tu peux reprendre le nom, je vais noter pour voir un peu. Weibiao, Oui, d'accord. voilà. Bon, Merci. écoute, voilà, donc du coup, dans tes expériences, tu avais quel type C'était des données simulées, en fait, que tu devais. Oui, j'ai eu des données simulées et j'ai voulu l'appliquer aussi à des données réelles, notamment sur la pollution de l'air. Euh, mais je n'avais pas de. J'ai commencé ça ce matin, je D'accord. n'obtenais pas de très bons résultats. Bon, peut-être parce que la trajectoire que j'avais prise n'était pas assez bon, stationnaire, donc ce n'était pas assez cool. Moi, Mais je là, pense par qu'il y a des contre, gens ce que j'ai fait. il y a des gens dans le métier qui travaillent très, très longuement sur toutes ces données d'écologie ou d'autres. Et donc, c'est difficile de rentrer directement dans un sujet comme celui-là, quoi. Ça demande un vrai investissement, il me semble. Enfin, voilà. Voilà. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres questions là? Ah, j'ai plus ma vidéo, pardon. Il n'y a pas d'autres questions sinon? Je, tu as d'autres idées de suite de travail, parce qu'en fait, là où j'ai pas très bien compris tes expressions, c'est que tu dis que c'est des propriétés à mesure finie, enfin à distance finie, et qu'en même temps c'est asymptotique. Alors je ne sais pas très bien de quel côté tu te situes. Ah, non. En fait, pour la première partie de l'exposé, pour l'air infini, c'est un nombre d'observations fixé. Donc, c'est une D'accord. égalité d'oracle, oui. Mais par contre, pour l'extension, pour l'ensemble des modèles affines causaux, bon, on a rencontré beaucoup de difficultés et on s'est contenté d'avoir un résultat asymptotique. D'accord. D'accord. Pas d'autres questions, non?
peut-être dans ce cas-là, moi j'aimerais bien, si tu veux bien, je vais peut-être arrêter l'enregistrement du coup.